Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour une lecture holistique, et oui, c'est le même jour, pour les autres épisodes. Voilà, j'avais fait des tas d'essais, j'ai perdu peut-être 9 à 12 heures de vidéo, parce que c'était pas bon. Donc là, on est plus efficace, on est meilleur qu'avant. On va parler de la gamme Newton Mastermind toujours avec le Power Profile, et à partir de ce moment-là, je vais mettre la pédale douce sur les lectures holistiques concernant j'ai failli dire Heroes and Mastermind, Newton and Mastermind. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va parler du Power Profile, donc le livre qui explique les pouvoirs. Je rappelle encore une fois comment ça fonctionne. Je donne un avis sur le livre dans sa globalité parce que je l'ai lu. Je dis ce que j'en pense, je parle du niveau de recommandation et pour les plus curieux, on rentrera dans le détail. Ça va être peut-être beaucoup plus court qu'avant en matière de vidéo pour la présentation de la gamme parce que je vais vous expliquer dans l'introduction ce que je pense du livre et que pas mal de choses vont être facilement réglées. Voilà, certaines interrogations ou certaines réflexions vont être vite répondues. Et ce qu'on va traiter, c'est surtout les parties interludes du livre qu'on va visionner pour parler des modifications, de l'approche différente, de ce qui peut poser problème en matière de profil de pouvoir. C'est rien que ces petites pages-là qui font des fois 1 à 2 pages, voilà, des fois soit une paire de pages, soit une page, suffisent à acheter, à être un prétexte pour acheter le livre. Voilà, les bases sont posées. Bien, alors ma recommandation, on va déjà passer à ça direct. Notre objectif AS, notre subjectif AS. Pourquoi? Alors, on vous présente dans le livre de base comment créer des pouvoirs. On vous donne certains paramètres, mais le véritable problème avec le livre de base, c'est qu'on ne vous présente pas les choses de manière thématique, mais juste de manière grossière. Et que de l'autre côté, les concepts qu'il pourrait y avoir autour de l'univers de super-héros, on est dans de l'interprétation de systèmes génériques qui vous présentent non seulement un système, il vous propose aussi des univers, il vous propose aussi des pouvoirs, des idées, tout ce qui entoure le système de comics, mais dans le livre de base, il ne regroupe pas les pouvoirs par concept. Quand on te dit par exemple le blast, le fire blast, donc la projection de flamme, le fire blast, il faut imaginer le blast et tu mets le fire derrière dans le livre de base. C'est une estimation. Tout en sachant que c'est traité en point-virgule. Le blast, c'est juste un petit paragraphe, petit comme ça. Et quand tu vas dans les livres Power Profile, on t'explique quel genre de pouvoir c'est, à quel élément c'est affilié logiquement, tu peux faire rapidement des interprétations, mais on te parle du concept de famille de pouvoir, et des fois de son antithèse, de son fonctionnement, des complications qui peuvent survenir, et ce genre de choses. Autant pour les complications, ce genre de choses, ça va, mais la présentation des variations de pouvoir par thème, ça aurait dû être abordé ne serait-ce que dans une page. Voilà. Donc, ce livre vous présente une très très large gamme de pouvoirs que je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais qui en a des tas et des tas. Au moins, vous verrez les vignettes découpées pour vous dire exactement les points de repère, pour vous expliquer combien de types de pouvoirs qu'il y a. On va juste s'arrêter sur les interludes dans le livre. Et tout le contenu du livre est utile parce qu'une fois que tu comprends le livre de base et que tu comprends le Power Profile, une fois que tu as les deux éléments en main, tu peux comprendre n'importe quel pouvoir et quelle somme à peu près allouée à tel ou tel pouvoir. À savoir que ce système-là, ou plutôt ce livre-là, ce supplément-là, rajoute des pouvoirs, mais il y a d'autres suppléments qui sont à côté, comme le supplément cosmique qui rajoute sans doute des trucs, le supplément surnaturel qui rajoute sans doute des trucs, et le supplément gadget qui ajoute des véhicules, des armes, des dispositifs, choses qui ne sont pas ajoutées dans ce livre. En tout cas, pas que je sache, ou j'ai peut-être mal lu. Maintenant qu'on a abordé ça, c'était le point objectif. Le point subjectif, c'est je ne vois pas comment tu peux te... En fait, quand j'ai lu les pouvoirs et comment rentrer, Newton and Mastermind,
a été un point d'entrée pour moi pour découvrir les pouvoirs et le fonctionnement et m'a aidé aussi à mieux comprendre True 20 qui est son descendant. Mais quand j'ai vu les pouvoirs et les présentations qui en étaient faites, on vous proposait finalement des propositions de pouvoir qui étaient assez arides. Sauf quand vraiment c'est des choses qui sont assez spécialisées, où le livre de base, il a fait largement le café. Donc une fois que tu as les deux livres en main, tu sais que tu pourras créer n'importe quel héros sans avoir forcément le supplément cosmique et le reste, même si probablement qu'il y a beaucoup de choses à raconter dans ces livres-là. Et je me vois mal imaginer, en fait je vois mal quelqu'un de tête, hein, c'est-à-dire je vois mal d'imagination quelqu'un qui achète Mutant Mastermind sans le pouvoir profane. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont présenté ce truc dans les milieux anglophones ont acheté les trois livres en même temps, c'est-à-dire le livre de base, le profil de pouvoir et le livre du maître de jeu. Moi, je suis allé plus loin que ça puisque j'ai pris aussi Hero Eye, j'ai pris d'autres livres aussi. Attendez, je vais vous dire. J'ai pris aussi Hero Eye, j'ai pris certains morceaux de l'Atlas et j'ai pris le rapport de menace pour les super vilains. Voilà. Donc ma recommandation est totale parce que pour moi c'est un livre qui est indispensable. Il est indispensable pour pouvoir mieux comprendre certaines choses et ensuite il rajoute plus de latitude aux règles, ce qui devient assez important pour la suite. J'ai l'impression de me répéter, donc on va s'arrêter là pour la présentation. Vu que le truc sera beaucoup plus court, je vous conseille aux gens qui ne sont pas si curieux de continuer la vidéo. Et si vous ne voulez pas continuer, je vous dis à la prochaine fois. On va se mettre à la lecture. Voilà. Je vais m'arrêter sur les illustrations parce que quand je dis je vais m'arrêter sur les illustrations, je veux dire que je vais arrêter avec les illustrations. On va pas rentrer dans les détails. Donc vous voyez de ce côté-là, attendez, de ce côté-là, il y a les différents pouvoirs par catégorie. Donc vous avez l'air, l'armure de pouvoir, les animaux. C'est pas parce que quelque chose, un pouvoir est dans une catégorie, que ça veut dire que votre personnage est directement affilié à cette famille d'origine de pouvoir. Vous prenez vos éléments et vous créez votre propre sandwich, votre propre salade pour pouvoir créer ce dont vous avez envie. Donc je me suis pas trompé, on dirait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la partie des armes, c'est vraiment un supplément à part. Les dispositifs, tout ça, on parle vraiment de pouvoir. On va quand même faire un petit détour rapide sur les différents objets. C'est là où l'index est le plus important. Ça se présente comme ça. Vous avez la présentation de l'élément de la famille de pouvoir. Ensuite, les origines de ces pouvoirs, les contres de ce pouvoir, les différents aspects. Par exemple, il y a le fait que tu peux générer une odeur. Je sais pas pourquoi je le voyais pas dans la famille des trucs liés à l'air, mais ils l'ont mis et pourquoi pas. Ensuite, c'est selon les familles de pouvoirs par catégorie, donc les pouvoirs offensifs, défensifs, de mouvement, utilitaires et d'autres pouvoirs particuliers et les différentes complications affiliées. Eux tous ils fonctionnent comme ça. Les armures de pouvoir, ben, on va les saper. Un des plus intéressants c'est celui-là avec avec les animaux. Donc on vous parle soit de la force totem des animaux, soit des métamorphoses, soit des animaux naturels, soit voilà, on parle du traitement des animaux en général, l'harmonie avec les animaux. Donc c'est tout ce qui est lié au règne animal. Il y a pas mal de choses qui sont dans la catégorie animale et que tu peux essayer de l'étendre à plus loin que ça, d'où le fait que je dis que les pouvoirs n'amènent pas une certaine appartenance, c'est toi qui décides des pouvoirs que tu as. Rien ne t'empêche de faire un personnage qui, par exemple, c'est un petit peu comme Avatar, le dernier maître de l'air, rien ne t'empêche de créer un personnage qui manipule la terre, le feu, le vent et l'eau. Est-ce que ça va t'affilier à une famille de pouvoirs? Non. Par contre, si tu veux choisir des complications et inventer des complications qui sont crédibles, parce qu'il faut des complications, ben, du coup, il vous donne quand même pas mal de pistes. On vous parle des métamorphoses, on vous parle des ailes, on vous parle du compagnon animal. Voilà, et on vous dit oui, tu voici tel genre de pouvoir qui serait utile pour l'essence. Comment faire ton compagnon animal?
Aussi, un petit truc, c'est que j'ai pas parlé dans la partie de l'air, mais il y a un profil pour créer des créatures élémentaires. Alors moi, j'ai pas de problème avec les créatures élémentaires au sens large. À vrai dire, c'est un type de créature que j'aime bien, les élémentaires, notamment dans l'univers de Magic l'Assemblée, parce que tu vois que les élémentaires ont des apparences qui soit sont des fragments de la réalité, soit des apparences très différentes du monde dans lequel ils sont. Donc il y a quelque chose un petit peu à mi-chemin entre emprunter au réel et à la fois un pas en dehors de la réalité de ce monde-là. Et c'est une force dans les élémentaires, dans certains univers fictifs, qui est très forte. Mais la manière dont c'est présenté, tu peux très bien tomber sur un mec teubé. Il te dit, je te fais un loup de glace, un loup de feu, un loup d'acide, un loup un loup de foudre, un loup de terre. Donc c'est vraiment quand on te propose des compagnons comme ça, la présentation de compagnons n'est pas incriminante. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux sentir déjà à l'avance des gens qui ne sont pas très inspirés utiliser la chose telle qu'elle et pas essayer de mettre de la variation dans l'action en question. Ça ne me regarde pas, on est bien d'accord. Mais n'empêche que rien que le fait de penser que des gens n'iront pas plus loin que ça, c'est finalement s'asseoir sur une bonne partie des propositions qui sont faites avec le livre. Voilà. On vous parle aussi de la notion de chimère ou de choses comme ça. Vous avez vu à peu près comment ça fonctionne. On parle de l'identité, on parle du tempérament, les trucs liés au froid. Donc c'est pas mal de choses, hein. Regardez, voilà. Cryoclinésie, une aura qui gèle, un flash qui frise, voilà, des gantelets de froid. On est sur des choses qui sont déjà vues, mais ça on s'en fout. Ah, ça c'est cool. Ça c'est un truc qui est génial. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans un univers fictif, mais quelqu'un qui fait une portail de téléportation, et puis quand quelqu'un passe le portail, et qu'il arrive de l'autre côté du portail, ou même de portail qui sert de point d'entrée, la personne passe à travers, ça crée une nova de glace dans la première zone, dans le point d'entrée, et une nova de glace là où vous apparaissez. Ça par exemple, ça pourrait être une idée d'avantage que tu mets à ce genre de pouvoir. Parce qu'on ne te donne pas toutes les idées d'avantage. On te dit, voici ce qu'il y a à proposer, et il y a des choses qui sont qui sont déjà vues, mais aussi des choses qui sont conceptuelles, qui méritent des explications, mais il ne vous donne pas toutes les idées. Celle-là, elle est pas mal. Pour l'avoir vue dans pas mal d'univers, surtout dans les hack and slash, c'est bien. Bon, on va passer directement à la première interlude. Voilà. Donc on vous explique augmenter la puissance des pouvoirs, définir quel genre de pouvoir que tu as, ça peut être considéré comme un avantage, puisqu'on n'explique pas c'est quoi l'extra effort ou le bonus que tu as à utiliser avec ce pouvoir. Si tu utilises des points de pouvoir pour les faire sous forme d'avantage, pour que ça aille dans ce sens-là, on vous explique comment le faire. Et le dynamic trade-off, alors je vais vous expliquer rapidement c'est quoi le trade-off puisque c'est pas expliqué ici. Le trade-off c'est quand vous avez un pouvoir et vous avez un rang. Mais vous pouvez vous spécialiser, c'est-à-dire que par exemple il y a deux facettes dans un pouvoir offensif. Vous avez le facteur de précision, donc du seuil de réussite, et le facteur de dommage. Vous pouvez essayer de privilégier un côté ou un autre, ou tout simplement vous tournez aussi parfois vers un avantage pour essayer de compenser. Sauf que le niveau de rang détermine le maximum de la fonction trade-off que tu mets au pouvoir. Je vais expliquer. Imaginons, tu as un pouvoir de bolt, de firebolt. Imagine que tu fais des firebolts plus précis, plutôt qu'ils font plus de dommages. Si tu es au rang 4, tu peux décider que tu as plus 3 au seuil de réussite, mais plus 1 à la létalité de ton attaque. Donc tu peux faire du 3-1, du 2-2, et ça fonctionne très très bien. Si le rang est le niveau 4. Tu ne peux pas être au-dessus du rang de pouvoir dans les fonctions de trade-off. Quelque chose de facile à comprendre en principe, mais qui, au niveau de l'explication, ça a été assez compliqué pour moi de le comprendre dans le livre de base.
ça permet d'encercler le pouvoir et éviter des débordements trop puissants. À mon sens, expliquer les trade-offs et une variante de ce trade-off est une très très bonne approche. Ensuite, l'extra effort, c'est surtout ça qu'il faudrait mettre sous forme d'avantage. Je vais sauter les différents trucs, donc on va continuer. Et voilà. Ça, c'est le problème, un des trucs les plus problématiques. C'est les pouvoirs qui sont au-delà des limites de la réalité et qui sont difficiles à gérer quand vous avez des personnages fantasques comme ça, ou comme dans le livre du maître de jeu, on vous montre des personnages qui peuvent altérer la réalité, ou même qui ont des pouvoirs cosmiques ou cataclysmiques. On vous parle des différentes variations. Voilà. Et des fois, on vous dit de noter des trucs comme des X ou des choses comme ça. Et c'est pour servir de point de repère pour savoir un petit peu comment les modifier. J'ai pas encore tout compris, parce que c'est pas un truc qui m'intéresse. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que quand des gens dans les univers de super-héros partent dans des délires cosmiques, l'histoire paraît tout de suite moins crédible. Parce que les gens qui sont en face à la capacité cosmique, la manière dont ça se résout est pas forcément si palpitante à suivre. Voilà. On va continuer avec la prochaine interlude. Donc là, on vous dit, là on parle plutôt des limitations, c'est-à-dire que dans quelle configuration tu fais tes scénarios et combien de choses seraient autorisées ou pas, qu'est-ce qui irait ou pas. Donc voilà, combien de points pour ce genre de choses-là. Et il y a aussi la gestion des pouvoirs qui sont... si tu décides de jouer sans pouvoir, comment tu règles ça. Et donc là, on parle plutôt de la configuration des pouvoirs vis-à-vis des propositions. Ah oui, ben justement, peut-être que cette phrase-là serait... Voilà, on vous parle de la flexibilité du système. Et voilà. Et on vous explique la comparaison avec le système D20. Pourquoi ils ont abandonné le système de classe plus niveau et que les pouvoirs sont regroupés. Donc c'est pour expliquer le contraste avec leur inspiration d'origine. Voilà, ou la licence qu'ils ont utilisée. Où était le point de contraste, pourquoi ils ont décidé de faire les choses comme ça. Donc on commence à se poser des questions finalement de qu'est-ce que le MJ devrait autoriser ou pas, qu'est-ce qui serait en adéquation avec son univers, qu'est-ce qui est équilibré et raisonnable. Donc finalement il y a des pouvoirs qui sont pas considérés comme pétés dans certains univers et pas d'autres. Tout ça est expliqué ici. Ensuite, ça c'est la métamorphose. Là c'est certainement un des points les plus intéressants parce que la métamorphose est également dans le système de... Comment ça s'appelle, la métamorphose se trouve déjà dans le livre de base, mais on vous explique que la métamorphose, étant donné la nature des pouvoirs, le mieux ça serait peut-être de préparer les métamorphoses à l'avance plutôt que de les imaginer d'un coup. Ça pourrait être une erreur faisable. Voilà. Donc on vous parle des limites des dépenses, on vous parle de la métamorphose à l'avance et différentes approches pour gérer les pouvoirs de métamorphose ou les méta-pouvoirs, la reconstruction, ce genre de choses. C'est un point où on ne pourra pas rester là-dessus très longtemps, mais qui a été assez utile, ou plutôt qui a été assez utile pour la suite, malgré le fait que je n'avais pas encore tout lu. J'avais compris que, avec le livre de base j'entends, avec le livre de base on en avait déjà expliqué assez pour savoir que par exemple si ton personnage se transformait, fallait faire le profil à part.
si les pouvoirs étaient séparés, il fallait les faire à part. Quand tu voyais les fiches, par exemple les personnages qui ont des armures de pouvoir amovibles, c'est-à-dire qu'ils pouvaient retirer leur armure, c'est l'armure qui avait les points de pouvoir et pas autre chose. De la même manière que quelqu'un qui peut se métamorphoser, il peut très bien avoir une quantité de points de pouvoir alloués et la redistribution, puisque c'est ce qu'ils expliquent aussi en quelque part dans cette page, la redistribution des points doit être expliquée et adoubée par le maître de jeu, ce qui est assez utile si jamais vous ne savez pas encore bien ajuster certaines choses. Là, on vous parle des plots qui peuvent facilement, les pouvoirs qui peuvent facilement arrêter les plots, c'est-à-dire le pouvoir de soin, de résurrection, l'intangibilité, l'invisibilité, le contrôle mental, voilà, la lecture dans le passé ou dans le futur, voilà, la télépathie, les sens, la téléportation. J'ai déjà expliqué ça dans le livre, dans la vidéo sur le livre de base qui est sans doute très très long, mais je vais le réexpliquer. Il y a des moments où dans les maîtres de jeu sont confrontés à des situations compliquées et le contrat social doit s'appliquer avant le traitement de l'univers pour les joueurs. C'est-à-dire que si les personnages se font capturer parce que c'est important pour la suite des événements, il faut expliquer en amont dans le contrat social qu'il se peut qu'il y a des choses sur lesquelles ils n'ont pas d'emprise, parce que c'est mieux pour la structure narrative. J'avais parlé du fait que dans mon JDR et dans les JDR en général que je traite, comment je fais pour légitimer un enlèvement, que quelqu'un perde connaissance, se fasse capturer. Je mettais des personnages plus forts, mais pas démesurément puissants, on n'est pas dans un Final Fantasy. Je mettais des personnages puissants qui les mettaient hors d'état de nuire, et ce que ça faisait, c'est que ça rendait la victoire crédible, la victoire clean de la part du vilain. Mais ça faisait avancer l'histoire et les joueurs étaient d'accord là-dessus. Sauf que cette approche-là, c'est mon approche, et je sais très bien que ça ne peut pas s'appliquer tout le temps. Expliquer en avance que tu ne peux pas tuer un vilain et que si jamais tu vois qu'un vilain revient à la manière d'un comics, oui mais finalement il n'était pas mort, il a été ressuscité pour X ou Y raison, il faut accepter pas mal de choses. Donc la suspension consentie d'incrédulité, elle est très très importante quand tu joues au JDR de super-héros, et il y a des pouvoirs qui sont problématiques. Si par exemple un personnage doit mourir, un PNJ, oui, le pouvoir de soin peut permettre de ressusciter ou de tenter de le stabiliser, mais si on te vend le truc en te disant que non, tu ne peux pas parce que c'est beaucoup trop compliqué, ou plutôt que ton pouvoir ne suffit pas, à ce moment-là, tu chercheras dans l'origine de tes pouvoirs, tu chercheras à trouver des éléments pour essayer de combattre, alors qu'en fait, finalement, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ce personnage-là devait mourir à ce moment-là. Et le problème avec les maîtres de jeu maintenant, enfin pas maintenant, mais je pense que c'est un gros problème, c'est que je fais souvent un parallèle avec le catch et il y a le fameux kayfabe qui en gros c'est finalement que le catch, on te présente des choses comme étant réelles et tu sais très bien que c'est de la fiction et que tu dois entretenir la frontière entre le réel et la fiction. Ben tu sais très bien que pour vendre une situation ou un scénario, tu dois être prêt à l'accepter en amont et il faut que tu expliques à la personne qui est en face de toi, c'est-à-dire soit les autres joueurs, soit si toi tu es un joueur, le maître de jeu en face de toi, tu dois comprendre que tu dois pouvoir vendre une situation et ne pas essayer de chercher des tas de solutions alternatives. Et le truc, c'est que si on te donne, si on te dit de base non, mais tu ne peux pas le faire parce que c'est le scénario, bim, à ce moment-là, c'est pas le quai faible qui est cassé, c'est l'immersion qui est cassée. Donc à ce moment-là, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis un code de langage pour que les gens comprennent subtilement sans que ça les enlève de l'immersion que la possibilité de pouvoir intervenir ou non. Sauf que c'est des choses qu'il faut préparer à l'avance. Est-ce que les gens seront prêts à le faire à l'avance? J'en sais rien. On est à la dernière partie de la dernière partie des interludes. Donc là, on est sur les complications.
On vous parle de diverses complications intéressantes, même s'ils sont déjà légèrement abordés un peu avant. Pas mal de textes, voilà, et on vous parle des complications, des efforts supplémentaires. Je pense que rien que cette partie-là, elle est plus que suffisante aussi pour l'achat du livre. Même si, bon, quelqu'un n'a qu'à faire petit capture, flop, et puis il a fini. On s'entend bien, mais le fait de pouvoir, par exemple, mettre une complication, par exemple, quand vous avez tous les modificateurs à zéro, puisque c'est comme ça que se passe pour une personne dans la moyenne, tu peux enlever des modificateurs, puisque le minimum c'est -5, pour gagner des points de pouvoir supplémentaires à les partir. Tu peux très bien affaiblir un pouvoir que tu as en mettant des complications d'extra effort, ce qui serait beaucoup plus crédible que soit faire un trade-off ou tout simplement soit donner l'impression que ton personnage est immortel, ou encore attendre de gratter les points de pouvoir si tu le fais par niveau. Donc il faut avoir un certain nombre de points de pouvoir pour pouvoir faire évoluer ton personnage. Bah tu peux tout simplement mettre une complication d'extra effort, et comme ça te permet de regagner des points, puisque les complications sur les pouvoirs pourront te rapporter des points, et tu les redistribues ailleurs plus intelligemment. Voilà. Ce qui veut dire que là où on pouvait essayer de gratter des points sur les habilités, donc les caractéristiques principales, là on t'explique que tu peux le faire pour des pouvoirs en utilisant cette notion de extra effort. Je vais quand même expliquer ce que c'est. L'extra effort, c'est que ton personnage, une fois par tour, peut utiliser un effort supplémentaire pour pouvoir tenter quelque chose de plus. Cependant, plus il le fait, plus il se fatigue et plus il se rapproche de l'inconscience. Donc c'est-à-dire que même le gars le fameux personnage qui peut-être lance des fireballs, donc un blaster, il projette ce dont il a envie, il serait tenté de le faire, mais s'il veut être efficace parce qu'il ne tape pas en zone ou il ne tape pas en ligne, voilà, en gros il ne fait pas des dégâts sur une plage euh, de zone suffisamment efficace, l'extrait fort pour pouvoir lancer des attaques supplémentaires pourra le précipiter un peu plus vers la fatigue, mais s'il remet ça dans les complications d'extra effort, il pourra peut-être essayer d'augmenter son nombre d'attaques dans un tour, et en échange d'être un peu plus fatigué qu'à l'accoutumée. Voilà. Donc, il y a les différents pouvoirs. On arrive sous les pouvoirs liés à la météo et au temps. Le petit index qui passe, voilà. Alors l'index, c'est certainement ça qui va être le plus utile si tu lis le livre. Il y a une table des matières, mais c'est l'index qui est très très bon. Ensuite, ça c'est le papier de la licence. Ça c'est Emerald City. Je crois que c'est un livre de campagne, je crois. Ouais, c'est ça. Bien, ben, dans ce cas, on va remonter ici et ensuite. Donc, qu'est-ce que je pense de ce livre? Ce livre présente les pouvoirs, il présente les aspects, il présente le prolongement de ce qui aurait dû être expliqué dans le livre de base, sauf que c'est sous forme de thématique, et les interludes auraient très bien pu figurer dans le livre de base, mais ça n'a pas été fait. On ne peut pas savoir maintenant, c'est beaucoup trop tard maintenant, mais on ne peut pas savoir si ça a été fait après, parce que c'était volontairement prévu que ce soit fait après, ou s'ils se sont rendus compte qu'il y a des points qui étaient, on va dire ça, des points qui étaient défaillants, et ils les ont modifiés. Quoi qu'il en soit, c'est un must-have. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Notre objectif AS, notre subjectif AS. C'est un pilier, et du coup j'ai présenté le livre du héros, le livre de base, le livre du maître de jeu, Hero Eye et Power Profile. Donc je vous ai présenté pour moi les quatre plus gros piliers de cette gamme de JDR. Je vais mettre la pédale douce, voilà, puisque forcément je ne prévois pas de faire d'actual play sur Mutant and Mastermind. On a des joueurs déjà pour ça. Voilà, tous mes joueurs sont à l'arrêt et moi aussi.
Mais j'ai bien envie de m'intéresser à cette gamme pour voir ce qu'on peut en faire, puisqu'il y a des propositions que j'ai vues qui ont l'air intéressantes. Il y a certaines expériences que j'avais envie de faire au vu de certaines choses posées. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que forcément, je souhaite que ça vous ait plu, parce que c'est vrai que parler d'une gamme, surtout une gamme en anglais, et que des gens, comment expliquer ça? Je pense que les gens exagèrent souvent, et je parle des gens qui sont à l'extérieur de la France, ils exagèrent souvent sur le fait que les Français sont très mauvais en anglais, ou ils n'ont pas envie de comprendre l'anglais. Donc, franchement, le livre, il est en anglais, comme tous les éléments de la gamme. C'est pas de l'anglais hyper compliqué à comprendre, c'est pas comme les Français, des fois, quand ça arrive chez certaines personnes qui soi-disant se prétendent écrivains ou lettrés, et dès qu'ils n'ont plus trop de quoi dire et ils ont besoin de meubler ou de broder, ils passent souvent du registre courant au registre soutenu avec des mots qui sont, faut le dire, hein, des mots qui sont surtout pompeux. On n'a pas ça, on n'a pas ce genre de défaillance. Je ne dirais pas on n'a pas ce genre de défaillance dans la langue anglaise parce que je sais qu'il y a certains anglais dans leur style d'écriture, il y a de ça. Mais en tout cas, c'est pas présent dans la gamme et ça n'a pas été vu. Donc, recommandation totale, la langue pour moi n'est pas un paramètre. Sauf si vraiment c'est de l'allemand, mais je jouerai jamais un jeu qui est en allemand. Là, parce que l'allemand, c'est même pas envisagé dans ma tête. Je vous dis à la prochaine fois. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois. Je vais faire une vidéo qui va parler de la création d'un personnage, puisque j'en ai créé un. Ça ne sera pas un des 3 héros que j'ai projeté de faire. Puis j'ai fait une créature de l'univers de Pokémon. Et on va parler de est-ce que Pokémon peut vraiment s'appliquer à Mutants and Masterminds. Voilà, pas mal de choses en perspective. C'était Jinji, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.